7 février 2025. Peuple du monde libre, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Depuis Moscou, Gandhi Malien TV est en direct avec notre correspondant, notre confrère, notre collègue, Michael, que vous connaissez d'habitude. D'ailleurs, la présente émission porte aussi son nom, les mots de Michael. Comme d'habitude, le vendredi, nous discutons des sujets de géopolitique, des dimensions très internationales avec Michael et souvent quelques questions de géostratégie. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire d'évoquer, de parler de l'accord de partenariat global signé entre la Fédération de Russie et la République islamique d'Iran. Que contient cet accord de partenariat global? À quoi s'attendre? Quel est l'impact de cet accord sur le plan sous-régional, c'est-à-dire dans l'ensemble du Moyen-Orient et voire au niveau beaucoup plus international, c'est-à-dire la planète tout entière. Pour cela, pour décrypter, pour comprendre, nous sommes en direct avec Michael, comme déjà annoncé. Michael, bonjour à vous depuis Moscou. Bonjour Général, bonjour chère audience, bonjour Afrique. C'est un sujet très pertinent que nous allons discuter aujourd'hui et comme toujours, je m'approche à cette discussion avec un grand plaisir, avec beaucoup d'inspiration. Merci encore une fois en avance de votre attention et de votre intérêt au sujet que nous décortiquons avec Général en marge de cette émission. Merci Michael. Le plaisir est partagé. Les peuples d'Afrique et d'autres peuples qui sont en train de nous suivre en ce mois précis vous attendez impatiemment. Sans plus tarder, la première question, parce que c'est une causerie débat cette émission, nous essayons de donner nos idées sur ces questions. Michael, un accord de partenariat stratégique global, c'est quoi concrètement pour le public qui nous écoute? Vous qui êtes un peu un expert aussi dans le cadre des analyses des questions géopolitiques, c'est quoi un accord de partenariat stratégique global? Il y a plusieurs définitions, mais quelle est la définition que vous pouvez nous donner? Nous avons vu, on peut même parler d'une série des accords de coopération stratégique globale entre la Russie et autres pays. Nous avons signé un tel accord avec la Corée du Nord l'année passée, le 17 janvier déjà 2025, à Moscou, les deux présidents de la Russie et de l'Iran ont signé aussi l'accord sur la coopération stratégique globale entre ces deux pays. Il faut préciser ici que c'est pas un partenariat qui est tout à fait nouveau. On parle plutôt d'une actualisation dans les circonstances d'aujourd'hui de ce partenariat. Comme nous pouvons le lire dans le texte de cet accord, il y avait d'autres accords entre nos deux pays. Par exemple, c'est l'accord entre la République fédérative soviétique socialiste de Russie et la Persie. C'était ça le nom de l'Iran à l'époque. C'est l'accord de 1921 et aussi des accords sur les voyages maritimes, sur le commerce entre l'Union soviétique et l'Iran de l'année 1940.
On avait déjà des accords qui reliaient les deux pays. L'accord sur la coopération stratégique globale, c'est un accord qui mise à jour les relations de Fédération de Russie et de la République islamique de l'Iran. Il porte sur plusieurs sujets, sur plusieurs domaines. On a 47 articles dans cet accord et on touche sur presque tous les domaines d'activité des deux États. C'est la coopération militaro-technique, c'est la coopération dans le domaine de l'écologie, des médias, de justice, de recherche et exploration de l'espace pour les buts pacifiques. C'est la coopération dans le domaine de législation et préservation des langues, d'histoire, des cultures des deux pays. L'accord porte aussi sur les relations extérieures des deux pays, c'est-à-dire la Russie et l'Iran s'entendent de ne pas soutenir l'agression d'une partie tiers contre l'autre partie. Si la Russie est agressée par quelques pays ou quelques blocs, comme nous le voyons aujourd'hui avec les forces armées de l'Ukraine et l'OTAN, Iran ne soutient par aucun moyen cette agression. Et vice-versa, si Iran est agressé par quelque autre pays, comme nous le connaissons très bien, la situation au Moyen-Orient laisse à désirer. La Russie ne soutient également par aucun moyen cette agression contre Iran. C'est un peu ça, cet accord sur la coopération stratégique globale. Et il faut aussi préciser que cet accord détermine le cadre de coopération pour nos deux pays pour les 20 prochaines années. C'est un délai assez sérieux qui nous donne à comprendre que c'est vraiment une coopération à durée, que c'est une coopération globale et stratégique, comme c'est indiqué dans le nom de cet accord. Merci, Michael. Comme vous l'avez si bien dit, le nom de l'appellation simplement accord de partenariat stratégique global montre déjà à suffisance que c'est un partenariat qui englobe tous les domaines et que c'est un accord de 47 articles, comme vous venez de nous expliquer, et qui concerne, qui porte sur tout cadre de coopération durant les 20 prochaines années entre la Russie et puis l'Iran. Ceci étant, vous avez parlé de plusieurs volets, ça englobe tous les domaines. Notamment, vous avez parlé du volet militaro-industriel, ce qui nous engage en ce mois précis, parce qu'il faudra aussi voir le contexte. Ça a été signé le 17 janvier. 17 janvier, c'est 3 jours avant l'investiture du président Trump. Nous, ce que nous voulons savoir davantage, Michael, si c'est dans le cadre d'une assistance mutuelle à camp de guerre, or nous savons que l'opération spéciale décrétée
par le président Harris contre ces Ikro, en tout cas nazis ou autres en Ukraine, cette opération spéciale de l'Ukraine, de la Russie en Ukraine. Mais il y a une incursion aussi des militaires ukrainiens en territoire russe. Et cela veut dire que l'Iran pourrait intervenir aux côtés de la Russie en territoire russe pour bien sûr aider à déloger ceux qui ont mis pied en territoire russe. Nous pouvons voir dans les jours, dans les semaines ou dans les mois à venir une participation de l'Iran à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Dieu merci, la Russie arrive de se débrouiller avec ses propres soldats. Il y avait beaucoup de suggestions, des allégations contre la Russie et la Corée du Nord. On dit que la Corée du Nord a envoyé une dizaine ou même plus 2000 de ces soldats pour participer à l'opération militaire spéciale pour aider les soldats russes. Mais en effet, les partenaires stratégiques et les partenaires militaires de la Russie envoient ces spécialistes militaires et techniques pour surveiller la situation. Ils envoient des observateurs parce que cette opération militaire spéciale se déroule avec l'utilisation des armements les plus modernes, des tactiques, des moyens qui n'existaient auparavant ou qui n'étaient pas développés autant qu'ils sont développés lors de ce conflit. Par exemple, l'utilisation des drones dans le but de surveillance ou dans des buts militaires, c'est-à-dire l'utilisation des drones explosifs. Les militaires de nos pays partenaires sont là pour observer et pour se former et partager cette expérience chez eux. Mais nous n'avons pas sauf des soldats volontaires qui ont rejoint l'armée russe pour l'aider à contrer cette agression de l'Occident. Mais ce sont quelques exemples particuliers et privés de ces soldats volontaires. C'était une décision qui est à eux et pas au gouvernement de leur pays. Okay. Donc, nous avons cette coopération, mais nous, la Russie, nous n'avons pas besoin des soldats étrangers à se protéger. Au cas où nous en aurons besoin, je crois que notre gouvernement, notre leader, Vladimir Poutine, va adresser cette demande à nos partenaires militaires, que ce soit Corée du Nord ou l'Iran, mais encore une fois, on se débrouille nous-mêmes. Ok. Mon cher Michael, ça a été bien compris. Alors, nous savons que la Russie entretient à la fois de très bonnes relations avec l'Iran, d'où cet accord, mais également la Russie a de très bonnes relations avec Israël.
Or, cet accord de partenariat stratégique global, euh, c'est d'une manière ou d'une autre un pacte, en tout cas d'entraide, d'assistance mutuelle, de défense mutuelle entre l'Iran et la Russie. Or, l'Iran a pour ennemi juré l'État hébreu d'Israël. Ça ne risque pas de froisser, de déranger un peu les relations russo-israéliennes? Est-ce d'Israël voit ça de bon oeil? Quelle peut être la réaction d'Israël vis-à-vis de la signature d'un tel accord entre un de ses partenaires, notamment la Russie, et puis son ennemi qui est l'Iran? Bon, la Russie n'a pas besoin d'ennemis et elle ne se pose pas l'objectif de les créer ou de les trouver. Je ne vois pas pourquoi une telle puissance comme Russie ne peut pas entretenir ses relations avec plusieurs pays dans la région. La question des relations entre Iran et Israël sont à eux et sont à régler, à décider l'issue de ces tensions dans la région, bien sûr avec la participation peut-être en tant que négociateur de la Russie. Si on parle des relations entre la Russie et Israël dans le contexte de cet accord, malheureusement, Israël, à plusieurs reprises, a démontré une attitude envers la Russie que nous ne pouvons pas appeler ou traiter d'une attitude amicale. Nous connaissons qu'Israël a fourni des équipements à l'Ukraine pour la soutenir dans cette opération militaire spéciale contre la Russie. Israël dit que ce ne sont pas des armements, des munitions, des armes offensives, mais de toute façon, ils ont fait plusieurs livraisons à maintenir les capacités des forces armées ukrainiennes. Ça, c'est la réalité. Et c'est un pas qui n'est pas amical dans le contexte des relations russo-israéliennes. Nous connaissons aussi qu'Israël a abrité beaucoup de personnes qui se prononçaient contre l'opération militaire spéciale, qui se sentent très bien en Israël. Il y a même des personnes qui sont accusées des crimes ici en Russie qui sont abrités par Israël. Même on peut tracer ça avant l'opération militaire spéciale, quand les gens contre lesquels nous avons ouvrir un processus judiciaire ici en Russie sont allés en Israël et ils ont trouvé un abri là-bas. Nous voyons aussi la situation dans le bande de Gaza
avec la guerre euh, qu'Israël a lancée contre cet territoire et qui vient d'être terminé finalement. Malheureusement, Israël a abusé chaque loi internationale qui concerne l'état de guerre, qui concerne le traitement des prisonniers de guerre, qui concerne le traitement des populations civiles dans la zone de guerre. Et la Russie s'est prononcée à plusieurs reprises contre cela. Elle n'a pas soutenu ni dans les relations bilatérales, ni sur l'arène internationale. Par exemple, à l'ONU, la Russie n'a pas soutenu ces actions agressive d'Israël contre bande de Gaza et ses populations civiles. Et c'est même pas juste la bande de Gaza, on voit également l'occupation des territoires de la Syrie, du Liban. Ça, c'est aussi une question difficile dans les relations russo-israéliennes. Donc, il y a beaucoup des sujets difficiles, complexes à traiter dans les relations russo-israéliennes. Je ne les appellerai pas de bonnes relations. Ok. Bon, Michael, nous avons suivi votre développement, hein. Vous faites référence à beaucoup de périodes. Nous savons que vous usez de votre talent d'analyste pour éviter peut-être certains propos, mais nous avons pu comprendre qu'il y a beaucoup de sujets qui fâchent aujourd'hui entre Israël et puis la Russie, qu'il y a des sujets entre la Russie et puis l'Iran. Entre la Russie et l'Iran, nous voyons que tout est calme, tout est stable, mais du côté d'Israël, le fait qu'il y ait des gens totalement opposés à l'opération spéciale, des gens d'ailleurs qui sont poursuivis par la justice russe, mais qui sont bien logés, tranquilles, qui vivent tranquillement du côté d'Israël, c'est peut-être un sujet qui fâche, mais il y a d'autres sujets encore qui fâchent bien. Et vous avez essayé de montrer à plus B que la Russie, l'Israël et l'Iran sont tous des pays souverains. Donc, des pays sont libres de nouer, de signer un pacte, donc sans regarder les yeux de l'autre. Bon, ça se comprend un peu, mais ça nous renvoie peut-être à un questionnement, hein. C'est comme ça que je peux dire. C'est quoi ce questionnement? Est-ce que nous sommes dans ces cas en train d'assister à la création d'une alliance militaire Russie, Chine, Corée du Nord? Est-ce que nous sommes réellement en train d'assister à cela? Et puis Iran, parce que nous savons que la Russie, la Chine et l'Iran sont tous membres de ce qu'on appelle l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Mais nous savons que les mêmes accords de partenariat stratégique qui lient la Russie à la Corée du Nord, c'est les mêmes accords qui lient aujourd'hui la Russie et l'Iran, et c'est les mêmes accords qui lient aussi la Russie et la Chine. Et d'ailleurs, chaque année, les présidents chinois et russes passent en revue tout ce qu'ils avaient prévu dans l'année. Et cela, nous sommes en train d'assister vraiment à la naissance de l'axe, ou à la même, on est en train de formaliser l'axe Moscou, Téhéran, Pyongyang et puis Pékin. Et c'est vraiment ça. Merci. Donc, pour parler d'une création, formalisation
de l'axe tel que vous venez de mentionner, il faut un accord, un traité qui va unir toutes les parties. La Russie, la Chine, l'Iran, peut-être les autres, parce que pour le moment, nous avons des accords bilatéraux entre la Russie et l'Iran, la Russie et la Chine, et puis d'autres pays. Les autres pays tels que l'Iran ou Chine, ils ont ces propres accords bilatéraux. Donc, pour parler d'une formalisation, il faut un traité qui est multilatéral, qui comprend les intérêts, les besoins de chaque partie. Mais nous voyons la solidarisation, la, la montée en puissance d'une nouvelle association qui s'appelle BRICS. Elle existe depuis assez longtemps, mais ce n'est qu'aujourd'hui que les autres pays se tournent vers cette association, vers ce bloc économique. Nous avons vu plusieurs pays joindre les BRICS l'année passée, y compris l'Iran, et maintenant les pays tels que la Russie, la Chine et l'Iran font partie du même bloc, de la même association économique, BRICS. Et je crois que c'est dans le cadre de cette association que de tels axes, de telles unions, accords peuvent être nés. Nous parlons de système bancaire qui est en train d'être élaboré et créé par BRICS, un système bancaire et financier qui est alternatif au système existant qui s'appelle SWIFT. Nous parlons aussi de peut-être ce sera crypto-monnaie, la monnaie numérique ou la monnaie réelle, mais de toute façon, on entend parler de plus en plus de création d'une monnaie unique dans le bloc des BRICS. Ça va aussi vraiment cimenter les relations des pays qui font partie de ce bloc. Nous voyons aussi les projets routiers, les projets d'infrastructure, la nouvelle route de soie qui est proposée et développée par la Chine. C'est la route qu'on appelle la route nord-sud, qui se trouve principalement sur le territoire de la Russie et d'Iran, qui pourra diminuer par 2 fois le temps de transportation des marchandises de l'Europe
en Inde et vice-versa. Ça va prendre 2 fois moins que la route existante via le Suez. Euh, et ici, ce sont encore une fois des projets qui ne sont pas bilatéraux, mais multilatéraux. Euh, il y a beaucoup de parties impliquées dans ces projets et il faut penser à une solidarisation, à une unification plutôt dans le cadre des BRICS que dans le cadre d'un accord multilatéral à part. Oui, donc nous comprenons il y a d'autres avantages, certes, et beaucoup s'intéressent uniquement au volet militaire de, de ces accords entre la Russie et ses partenaires. Bon, donc vous avez bien fait de distinguer ce qui est cadre bilatéral et ce qui est cadre multilatéral. Michael, pour terminer, un tel partenariat stratégique global avec tous les avantages que vous venez d'énumérer, est-ce que les pays de l'AS peuvent s'y attendre dans les jours à venir avec la Fédération de la Russie? Est-ce un tel accord? Nous pouvons voir cela très prochainement entre les pays de l'AS et la Fédération de la Russie. Bien sûr, nous avons vu l'intérêt et même cet intérêt a été prononcé d'une manière officielle par les autorités du Burkina Faso, l'intérêt à s'adhérer aux BRICS. Donc, il existe déjà ce cadre, la coopération globale et même stratégique entre les pays de l'AES et l'AES en tant qu'une entité avec la Russie et autres membres des BRICS. Si on parle du partenariat stratégique global Russie-AES, nous avons déjà des relations très amicales, profondes, avec chaque pays de l'AES à part. Maintenant, il faut que la confédération, qui, on peut le dire, vient d'être créée l'année passée, il faut que les autorités des 3 pays et peut-être d'autres pays qui vont faire partie de l'AES, les gouvernements nationaux s'entendent et créent euh, des organismes, des instituts qui sont supranationales. Et comme ça, nous pourrons parler d'une coopération, d'un accord sur la coopération stratégique globale entre la Russie et AES. Ici, on parle du côté militaro-technique. Ici, on parle de la coopération économique, la vente, l'exportation et l'importation des marchandises. C'est la coopération scientifique, c'est l'assistance, l'échange, le partage des expertises dans le domaine des services médicaux, sociaux et autres. Mais, comme je viens de le dire, il faut des organismes supranationaux, des organismes de confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et comme ça, nous pourrons parler et entamer, commencer ce processus de
préparation, de discussion et de signature d'un accord sur la coopération stratégique globale entre la Russie et Confédération de l'AES. Merci. Merci beaucoup, Michael. Ceci met fin à notre causerie débat d'aujourd'hui. Peuple d'Afrique et peuple du monde libre, tous ceux qui se battent pour un monde beaucoup plus équilibré, restez toujours accompagnés de Gandhi Malian TV. Michael, votre mot de la fin? Merci beaucoup à l'audience, au public qui nous a suivis aujourd'hui. Encore une fois, restez vigilants. Le monde multipolaire Merci. va Merci bien. gagner. Merci bien. Donc, nous profitons pour souhaiter également un joyeux anniversaire à notre frère et collègue Michael depuis Moscou. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Merci. Et à très bientôt.